Nous avons le plaisir de recevoir l'économiste El Mehdi Fakir, directeur associé du cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes AddValue. El Mehdi Fakir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, commençons par ce chiffre qui interpelle: 12,9 milliards de dirhams de charges à fin juillet, soit 93,4% du budget annuel. Est-ce un niveau de consommation exceptionnellement élevé? Écoutez, je vais être très pragmatique. Les choses sont ce qu'elles sont. Élevées par rapport aux chiffres initialement prévus, oui, mais nous savons très bien que le Maroc aujourd'hui évolue dans un environnement qui est très compliqué, ce qui fait que la charge de compensation évolue avec. Les produits compensés demeurent en tant que tels. C'est un choix du gouvernement de ne pas décompenser ces produits. Et les hypothèses de base ayant permis le calcul arithmétique initial avant le dépôt du projet de loi de finances en octobre 2025 ont considérablement évolué pour entraîner cette flambée. Maintenant, et effectivement aujourd'hui, un budget a été prévu, il est pratiquement quasi consommé. Oui, nous pouvons très très bien s'arrêter sur le constat comptable et arithmétique et se D'accord. poser la question les hypothèses de calcul. Est-ce qu'ils étaient assez bien huilés? Est-ce qu'ils étaient assez bien étudiés et pensés avant d'arrêter le chiffre de l'année 2026? C'est la question qui se pose. La loi de finances avait prévu 13,8 milliards de dirhams pour toute l'année, alors que les charges avaient atteint 19,2 milliards l'année dernière. Avec un tel écart entre la dépense réelle de 2025 et la prévision pour cette année, pour 2026, peut-on parler d'une sous-budgétisation de la compensation? Pourquoi la facture augmente-t-elle aujourd'hui? Écoutez, cher monsieur, il y a deux niveaux d'analyse. Le premier, c'est un niveau qui est technique, purement technique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez les stabilités du ministère des Finances qui procèdent à des calculs, des bases effectivement arithmétiques sur des bases statistiques en se basant effectivement sur les chiffres et sur les évolutions prévisibles pour l'exercice 2026. Peut-être que les hypothèses à l'époque étaient réconfortantes. Ils permettaient effectivement de ne pas trop s'inquiéter pour 2026, ce qui a effectivement permis d'arrêter un chiffre qui était relativement bas, même par rapport à 2025. Et il y a un autre niveau, c'est les évolutions géopolitiques qui sont en train de, effectivement, un petit peu de marquer le paysage à l'international. Ce qui s'est passé effectivement tant en géopolitique au niveau de le Moyen-Orient, le maintien de la guerre russo-ukrainienne, la guerre ou les guerres commerciales, tout ceci sont des chocs qui n'ont pas été absorbés et qui n'ont pas permis de stabiliser les prix sur le plan international. Pire encore, ils ont entraîné des perturbations des chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné cette flambée des prix. Donc là, Justement, nous vous parlez du contexte géopolitique. On a envie de savoir ce qui explique, c'est l'une des raisons qui explique les 12,9 milliards de grammes enregistrés fin juillet. Il y a d'ailleurs le ministère des Finances qui attribue cette hausse aux aides accordées aux professionnels du transport face à la hausse des prix des carburants. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Écoutez, il ne devrait pas y avoir, parce que ce que vous venez de citer là, c'est des projections basées sur des bases de données et sur des prix de référentiel et de marché de référence à l'international et une évolution négative qui s'est effectivement qui s'est produite au cours de l'exercice 2026. Il n'y en a pas 36 000 raisons. Et du moment que nous sommes malheureusement en situation de dépendance des marchés internationaux, donc certains, bien sûr, des produits que nous continuons d'importer, que nous n'avons pas réussi aujourd'hui à développer une vraie stratégie de substitution. Oui, c'est des chocs qui ont créé effectivement cette flambée, bien sûr, des prix, ce qui explique cette intervention budgétaire assez conséquente. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, d'autres raisons, je ne le pense pas, si ce n'est éventuellement, on va en parler, c'est un petit peu la refonte et la revue du système de budgétisation et l'imagination de mécanismes novateurs qui permettent en quelque sorte d'amortir le choc lié à cette flambée de prix sans perturber le budget de l'État.
Et sur ces 12,9 milliards de dirhams, quelle est aujourd'hui la part liée au soutien au gaz butane et quelle est celle consacrée justement aux aides aux transporteurs? Et là, les aides aux transporteurs restent limitées. Hmm. Si autour de 2 milliards effectivement de dirhams, ce n'est pas aussi conséquent. La partie la plus importante, c'est celle qui correspond à trois denrées principales, qui sont la farine, le sucre et le gaz butane, qui a flambé considérablement du moment que la facture pétrolière ou la facture énergétique s'est envolée au regard, bien sûr, des évolutions des marchés internationaux. Donc aujourd'hui, permettre des aides pour essayer de compenser une partie de cette flambée de prix, ce n'est pas ceci qui explique là, principalement cette envolée. D'autant plus, il faut le citer, c'est que je dirais en quelque sorte l'imposition des produits énergétiques à l'importation, ils permettent de compenser quand même cette partie budgétaire, permettent de financer en quelque sorte, que ce soit la TIC ou la TVA, que sur l'importation énergétique, ils permettent de compenser la partie relative aux aides aux transporteurs. Mais la flambée conséquente, la flambée majeure demeure effectivement attribuée au gaz butane. Justement, concernant cette aide aux transporteurs, est-ce que le gouvernement peut-il continuer à, on va dire, soutenir les transporteurs au même niveau si les prix des hydrocarbures restent élevés avec cette guerre qui perdure au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz, ou devra-t-il nécessairement revoir le dispositif? Alors écoutez, je vais être très factuel. Je pense que la position technique et la position pragmatique au regard des aides et l'orthodoxie financière, l'orthodoxie économique précise prévoit que les aides devraient être temporaires. Nous ne pouvons pas continuer à évoluer avec des systèmes d'aide éternels. Tout d'abord, c'est quelque chose qui impacte l'inflation et deuxièmement, ça impacte la productivité et ce ne sont pas du tout des solutions qui sont viables. La meilleure façon, c'est d'imaginer tout d'abord des mécanismes de couverture de ces flambées des prix sur le plan sectoriel comme sur le plan national. Donc aujourd'hui, c'est d'imaginer la promotion des produits de couverture, des risques d'évolution de ces prix-là qui permettent un petit peu de financer les différences de prix. Imaginez aussi sur le plan budgétaire des mécanismes qui permettent d'amortir les chocs. Nous parlons principalement de provisions de fonds à court terme, court, moyen et long terme, pardon, qui permettent de financer ces variations. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller sur un budget statique, consommer le budget, se retrouver devant un budget épuisé, faire des rallongements budgétaires et continuer comme ça. Je pense que ce n'est pas du tout viable. Donc, il y a un sujet technico-budgétaire qui devrait permettre des mécanismes novateurs, pardon, pour permettre d'amortir les chocs liés à la différence de prix, mais on devrait également revoir la manière avec laquelle nous évoluons, c'est-à-dire encourager les énergies renouvelables, professionnaliser la filière de transport. Nous ne pouvons pas aujourd'hui permettre une libéralisation des tarifs. C'est très compliqué parce que ça va impacter le citoyen, ça va impacter effectivement l'économie, ça va impacter la société, d'où l'intervention pour essayer de réguler ces prix, mais pas éternellement. Donc, il y a lieu un petit peu d'encourager la professionnalisation de ces filières-là, encourager la rationalisation de la consommation énergétique, aller sur les énergies renouvelables et effectivement imaginer une rationalisation des prix à travers l'encouragement de, tout d'abord, les capacités, nos capacités de stockage, nos capacités de production. Nous parlons du raffinage de pétrole pour les hydrocarbures, les énergies fossiles, mais nous parlons également d'usines pour liquéfier le gaz. Hein, donc, si nous parlons un petit peu du gaz, donc c'est des lignes. Voilà, donc, l'idée aujourd'hui, c'est encourager la mise en place de ces infrastructures, effectivement productrices d'énergie qui permettent un petit peu d'avoir ce filet, hein, je dirais, de couverture qui permet d'amortir le coût, ce coussin de sécurité qui permettent d'amortir un petit peu les coûts et les crises et les chocs exogènes et à Et de court et faire face aux tensions sur les marchés énergétiques. Et justement, si les tensions sur ces marchés énergétiques se prolongent, on va dire au second semestre, peut-on raisonnablement s'attendre à un dépassement significatif de l'enveloppe de 13,8 milliards de dirhams, El Mehdi Fakir? Et je pense qu'à l'heure où nous parlons, l'enveloppe est dépassée. Parce que le chiffre de 84%, c'était à fin juin.
avec la période estivale, j'imagine que c'est déjà dépassé. Maintenant, c'est l'ampleur, c'est dans quelle mesure. Oui, effectivement, peut-être que ça va doubler. L'année dernière, c'était 19 milliards. Je ne sais pas, cette année, ça va être un peu plus. Oui, effectivement, c'est une situation de permacrise qui nécessite des stratégies pour pouvoir aller sur cette couverture de risque. Nous ne pouvons pas rester sur une même approche en matière de financement de cette flambée-là. C'est tout d'abord de l'inflation importée, c'est une situation pénible, c'est une pression sur les réserves en devises du royaume et c'est une pression sur la structure sociétale et économique. Je pense que On se là, dirige vers une rallonge budgétaire? certainement, certainement. Hmm. Indéniable. C'est la solution, je dirais en quelque sorte à très très court terme. C'est la solution qu'il faut. On ne peut pas faire down et arrêter soudainement de la compensation. Il va y avoir certainement des rallongements. Il me semble aujourd'hui qu'un décret dans ce sens ou un texte dans ce sens a été déjà proposé ou approuvé. Donc je pense que c'est quelque chose qui est imminent. Mais ça, c'est la solution budgétaire. Mais avec les dépassements budgétaires qui ont eu lieu ces dernières années, avec une situation de permacrise sur le secteur énergétique, sur le secteur des énergies fossiles, je pense que là, il faut activer la transition énergétique pour aller sur les énergies renouvelables et pour aller sur les mécanismes et les ingrédients qui permettent une certaine autosuffisance en matière d'énergie fossile, que ce soit l'augmentation des capacités de stockage et également la création et l'investissement en des infrastructures productives qui permettent effectivement cette autosuffisance, qui permettent un petit peu de maintenir les prix à des niveaux qui sont, je dirais, gérables sur le plan budgétaire et aller éventuellement sur une refonte des mécanismes. Et c'est là où je voudrais bien ouvrir une parenthèse pour parler très brièvement de la réforme en cours de la loi organique des finances, qui effectivement devrait remplacer la loi organique actuelle, qui permettrait des mesures et je dirais, des indicateurs d'anticipation pour une meilleure justesse en manière de prévision budgétaire. Donc, si je suis votre raisonnement, cette situation pose aujourd'hui une question, on va dire, plus structurelle. C'est-à-dire quelle doit être, aujourd'hui, cette question, c'est quel doit être à terme le rôle de la caisse de compensation. Est-elle encore adaptée au contexte actuel? Non? Écoutez, la caisse de compensation, c'est une question avant tout politique. Mais pour pouvoir éventuellement remplacer la caisse de compensation ou éventuellement aller directement sur une libéralisation totale des produits, d'une décompensation et des produits actuellement subventionnés, nous devrions aller sur des mécanismes de couverture qui permettent effectivement de limiter les dégâts et de limiter la pression. Tant que nous n'avons pas ces ingrédients, la caisse de compensation est amplement justifiée. Il demeurera le temps que les conditions pour sa suppression se présenteraient. Aujourd'hui, en dépassement important de la compensation cette année, c'est-à-dire en 2026, est-ce que cela pourrait avoir un impact, on va dire, significatif sur le déficit budgétaire et plus largement sur les équilibres des finances publiques? Vous savez, le déficit budgétaire, c'est un calcul arithmétique. Si nous avons une augmentation des charges avec une diminution ou une stagnation des recettes, oui, oui, effectivement, il va y avoir un creusement des déficits. Mais si vous avez des choses qui évoluent en parallèle, une augmentation des charges, effectivement, et des dépenses avec une amélioration des recettes, c'est le cas aujourd'hui que nous enregistrons, sachant que le Maroc est avant tout un pays fiscaliste par excellence. L'écrasante majorité des recettes de budget de l'État proviennent des recettes fiscales et parafiscales, et que les derniers chiffres sont des chiffres qui sont très réconfortants, avec une flambée, une envolée effectivement très considérable des recettes fiscales. Ça permettrait de compenser cette flambée. Ce n'est que lorsque la dépense serait non maîtrisée, avec une stagnation ou une diminution des recettes fiscales, que nous allons se voir devant un creusement du déficit. Aujourd'hui, les prévisions, comme ce qui a été enregistré en 2025, c'est une maîtrise, parce que ça tourne autour de 3%, qui est le ton normatif reconnu à l'international en matière de maîtrise de budget. Aujourd'hui, le Maroc maîtrise toujours son budget et nous ne souhaitons pas un glissement de ce budget-là. Et je ne pense personnellement pas que même l'augmentation de ces charges de compensation
devrait considérablement bousculer le budget de l'État pour aller au-delà d'un relogement budgétaire. Vous l'avez dit, le Maroc maîtrise son budget. Le Maroc est aussi engagé dans une transformation progressive de son système de soutien avec davantage d'aides ciblées. Cette évolution permet-elle réellement de réduire aujourd'hui la pression sur cette compensation? Écoutez, aujourd'hui, la réponse est non, parce que les chiffres sont là. Avec la présence des aides publiques directes, la compensation est toujours là, et même ce qui était prévu comme budget a été dépassé, non. Donc là, ce n'est pas une mécanique de raisonnement qui permet de conforter. Et je l'ai dit au début de cette intervention, nous ne pouvons pas imaginer un système éternel d'aide. Viendrait un jour où ces aides-là devraient être considérées comme étant des aides limitées dans le temps et dans l'espace, et qui doivent être de plus en plus ciblées, et qui doivent être protégées à travers, bien sûr, un système d'évaluation et un système de ciblage bien pensé et qui permettent un petit peu non seulement de rationaliser la charge de ces aides-là, de cette compensation, mais qui permet également de l'affecter là où il faut. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer un système général de compensation qui profite à tout le monde, alors que nous avons une partie de la population qui est plus nécessiteuse. Et les chiffres sont là. Donc, Justement, derrière ces milliards de dirhams dont on parle, il y a une question très concrète pour les ménages. Si la facture de compensation continue d'augmenter, est-ce qu'il existe un risque que cette pression finisse par se traduire directement ou indirectement sur le pouvoir d'achat des citoyens? Pour l'instant, non. Du moment que les prix sont subventionnés. Directement, pas. Indirectement, oui. Parce que comme le budget devrait augmenter, celui devrait impacter la marge de l'État en matière de dépenses publiques. Et qui dit augmentation, c'est ce que nous avons vécu durant toutes ces années, avant la réforme de la compensation de 2015, ayant entraîné la libéralisation des prix des hydrocarbures. C'était je dirais, des charges conséquentes. C'était de l'ordre de 40, 45 jusqu'à pratiquement presque 50 milliards de dirhams en fumée. Donc, la réforme, elle est imminente, elle est nécessaire. Maintenant, c'est tout d'abord un sujet d'ordre politique, faut le reconnaître, et on verra le prochain gouvernement, le prochain exécutif, comment il va gérer ce sujet. Et d'un autre côté, il faut que la réforme soit en harmonie avec je dirais, l'écosystème, avec tout ce qui permet un petit peu de gérer les aides publiques. Et en allant sur une vraie logique de ciblage. C'est ce qui permet à la fois de rationaliser cette charge d'aide publique de façon générale et de la compensation de façon particulière, et qui permet par la même occasion que ces aides donnent leur effet sur le plan sociétal et sur le plan économique, et que ça ne soit pas une affectation budgétaire non productive ou peu productive. El Mehdi Fakir, nous allons encore parler du gaz butane qui reste l'un des principaux produits concernés. Comment trouver aujourd'hui l'équilibre entre la maîtrise des dépenses publiques et la nécessité de ne pas alourdir la facture pour ces ménages? Et c'est encore une fois une question politique. C'est un sujet sensible, c'est un sujet social, et que derrière, il y a une volonté politique. C'est de continuer à subventionner coûte que coûte. Parce que c'est l'engagement politique du gouvernement, de l'exécutif, de façon particulière, et de l'État de façon générale, d'encourager et de continuer à subventionner ces denrées qui sont sensibles, notamment le gaz butane. Même si il y a eu une décompensation partielle à travers une augmentation des prix des bonbonnes de gaz qui a eu lieu l'année d'avant, si ma mémoire est bonne. Donc là, il y a eu quand même une petite augmentation. Est-ce qu'on ira sur une décompensation partielle et on va augmenter les prix? En tout cas, les dernières déclarations m'assuraient que 2026 ne sera pas l'année de la décompensation, même partielle, et que le sujet devrait être traité une fois pour toutes. Et pour cette raison-là, l'ordre public et la paix sociale est aussi importante que des chiffres et des budgets. Et tant que les structures sociétales ne sont pas encore prêtes
à supporter des compensations du jour au lendemain, et il y a lieu d'y aller graduellement. Et là, c'est le ciblage, encore le ciblage. El Mehdi Fakir, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.